LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Pour les patients obèses, aller chez le médecin peut être un enfer. Presque systématiquement renvoyés à leur poids, les patients gros sont souvent culpabilisés. On va s'occuper de la maladie pour laquelle la personne vient, et puis à la fin, on dit mais vous savez, vous devriez maigrir. Hein. Conséquence, ces patients vont moins chez le médecin, mais se font aussi mal diagnostiquer. On somme les personnes grosses de se faire soigner, on nous rabâche tous les jours des choses comme ça, mais quand on veut se faire soigner, on peut pas. Pour prendre en charge l'obésité, des traitements sont mis en avant, comme la chirurgie bariatrique. Mais elle n'est pas toujours la solution miracle. Le chirurgien, la première fois, il m'a dit clairement, écoutez monsieur, c'est soit vous faites l'opération, soit dans 6 mois, on vous enterre. Alors comment mieux traiter l'obésité sans tomber dans la grossophobie médicale ? Pourquoi est-il urgent de mieux prendre en charge les patients en surpoids et obèses ? Trop gros pour être bien soignés ? C'est le thème de ce numéro d'État de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans État de santé avec un sujet passionnant aujourd'hui, d'autant qu'on en parle peu. C'est un paradoxe qui frappe les personnes obèses. Parce qu'elles sont en surpoids, elles sont fragiles. Et parce qu'elles sont en surpoids, elles sont souvent mal soignées. Vous verrez, c'est assez spectaculaire, c'est tout à fait scandaleux et ça nous concerne tous. On va en parler aujourd'hui avec Gabrielle Dédier. Bonjour à vous. Bonjour. En arrière-plan, on rappelle que 17% de la population est en obésité, la courbe est en hausse constante. Gabrielle Dédier, vous êtes autrice, réalisatrice. Vous avez signé aux éditions Goutte d'Or On ne naît pas grosse, qu'on trouve dans les librairies. C'est un livre d'intérêt public. Je veux dire que dès les premières pages, vous nous prenez par la main pour nous raconter de façon saisissante comment on est discriminé. Et on va explorer la grossophobie. Qu'est-ce que c'est la grossophobie ? La grossophobie, en fait, c'est le fait de discriminer des personnes en fonction de leur surpoids ou de leur obésité. C'est un mot qui est dans le dictionnaire, il faut le dire. Oui. C'est reconnu comme tel. C'est un néologisme qui est apparu dans le dictionnaire il y a pas très longtemps. On peut parler de grossophobie du quotidien, qui pourrait être les moqueries ou qui pourrait être le fait de maltraiter une personne. On peut parler de grossophobie médicale et on peut parler de grossophobie à l'embauche qui est une vraie question. Et dont on parle aussi assez peu. Mais nous, on va beaucoup parler de la grossophobie médicale parce qu'elle existe, c'est quand même, je disais, un paradoxe. C'est vrai que c'est un comble. Mais d'abord, qui êtes-vous, Gabrielle Dédier ? Qu'avez-vous fait ? On regarde votre portrait. Gabrielle Dédier est autrice et documentariste. Elle fonde le webzine culturel Ginette le Mag en 2014 et publie en 2017 son premier ouvrage On ne naît pas grosse, aux éditions de la Goutte d'Or, pour dénoncer la grossophobie. Son livre rencontre un très bon accueil critique. Et en 2020, elle l'adapte en documentaire On achève bien les gros, qu'elle co-réalise avec Laurent Folléa et Valentine Auberti. Basé sur son expérience et des réflexions sur la grossophobie, le film confronte le spectateur à travers des petits films qui sensibilisent aux difficultés quotidiennes des personnes grosses. Le travail de Gabrielle Dédier n'est pas qu'anti-grossophobe. Il est aussi féministe, car il amène à réfléchir à la pression sociale qui pèse sur le corps des femmes. Alors, Gabrielle Dédier, vous êtes tombée sur des médecins culpabilisants ? Ah mais complètement. Qui vous ont renvoyé ça à la figure ? Ah mais complètement. Moi je suis tombée sur, je parle souvent de dentistes qui m'ont dit qu'ils avaient peur que je casse le siège, le fauteuil comme ils disent. C'est ça, le fauteuil. Je suis tombée sur les gynécologues qui m'ont dit que faire une échographie ce serait gaspiller l'argent de la sécurité sociale parce que on n'y verrait pas grand chose et que ça ne servait à rien. J'ai rencontré des médecins qui, pour une otite,
m'ont conseillé une chirurgie bariatrique. C'est quand même sidérant, parce que comme vous disiez, c'est des personnes qui doivent vous prendre en charge, vous soigner, et d'une certaine façon, elles vous renvoient sans solution à quelque chose dont, j'imagine, ils se disent, c'est de votre faute. Exactement. En fait, quand on est face à un patient obèse, en fait, on porte souvent un regard moral sur cette personne. Et donc, on est plein d'a priori, et les médecins y compris, en fait. Il y a des écueils, en fait, qui consistent à traiter l'obésité uniquement avec l'alimentation et des conseils d'hygiène de vie, sportif, etc. Sauf que c'est vraiment ne pas connaître l'obésité, d'une part, et on se retrouve vraiment avec des conseils parfois qui n'ont rien de médical, qui sont vraiment des conseils moraux, de vie ou des jugements qu'on porte sur vous. Exactement. Alors, on va le dire, Gabrielle, et d'ailleurs, vous le savez, parce que vous l'avez aussi expérimenté, pas tous les médecins. Heureusement. Pas tous les médecins, mais on est là aussi pour montrer ce qui dysfonctionne. Il y a des reportages qui valent parfois aussi tous les discours. Regardez ce reportage d'Alexia Léperon, qui précisément a aussi rencontré des témoins et des médecins. Regardez. Claire souffre de douleurs au ventre depuis 4 ans. Je vous appelle parce que je souhaiterais avoir un rendez-vous pour un IRM, s'il vous plaît. D'accord. Mais comme à chaque fois, ça coince. Je suis en très forte obésité et du coup, je voudrais savoir, avant de me déplacer, si je peux passer dans l'IRM ou pas. C'est un diamètre de 70 cm. Ah oui, non, je fais bien plus que ça. Non. Je fais bien plus que ça en hauteur. Même si certains appareils spécialisés supportent un poids plus important, il reste un problème. La hauteur de son ventre qui ne passe pas dans la machine. Alors, sans cet examen, Claire reste en errance diagnostique et ne peut pas se soigner. On somme les personnes grosses de se faire soigner, on nous rabâche tous les jours des choses comme ça, mais quand on veut se faire soigner, on peut pas. Donc le problème, c'est que est-ce que ça veut dire que se faire soigner, ça veut simplement dire maigrir en fait? Mais non, se faire soigner, c'est prendre soin de sa santé dans sa globalité. Même si je maigris là demain, c'est pas pour ça que j'aurai plus mal. Et moi, j'ai mal maintenant. C'est maintenant qu'il faut que je me fasse soigner, pas dans 4 ans ou je sais pas quoi. En appelant les services d'imagerie, c'est là qu'on m'a dit, madame, si même à Évry vous rentrez pas, il reste, je suis désolée, mais il reste la clinique vétérinaire, quoi. Je me souviens très bien de cette scène, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit, ok, je vais passer entre la vache et le cheval, quoi. Manque de matériel, mais aussi remarques des médecins. Claire est très souvent confrontée à la grossophobie médicale. Alors elle a décidé de s'engager dans une association, Gras Politique. L'une de ses actions, l'établissement d'une liste de médecins bienveillants envers les personnes grosses, sur la base des témoignages des patients. Soit il recommande des praticiens, soit au contraire, il dénonce des comportements grossophobes. On se refile des tips, hein. En fait, en gros, c'est ça. Quand on a été en errance pendant très longtemps, pouvoir trouver un praticien où déjà on sait, on va pas anticiper pendant très longtemps avant d'y aller, puis annuler le rendez-vous parce qu'on a trop peur. Là, on va y aller en se sentant mieux. Et puis quand tu y es, si tu te rends compte qu'en effet la personne ça se passe bien, le soulagement en fait. L'une des médecins jugées bienveillantes dans cette liste travaille dans ce cabinet parisien. Elle a pris l'habitude de répertorier les remarques assassines entendues par ses patients. Souvent, elles viennent de médecins. Ton problème, c'est la glande pâtissière, hein. Je suis désolée pour toi. Hein. À 20 ans, je mangeais que des cochonneries. J'ai vu un nutritionniste à 27 ans qui m'a dit que j'avais épuisé mon capital cochonnerie. Vous avez perdu du poids depuis l'hospitalisation parce que c'est le seul traitement qui marche, hein, vraiment. Hein. Il faut vraiment perdre du poids. Hein. Effectivement, face aux patients, les médecins voient le poids d'abord, la santé ensuite. C'est souvent la fin d'une consultation, c'est-à-dire effectivement on s'occupe du symptôme, on va s'occuper de la maladie pour laquelle la personne vient, et puis à la fin on dit mais vous savez vous devriez maigrir, hein, et de façon un peu, et vous savez qu'il faut arrêter de manger, etc. Alors que parfois ce sont des gens qui sont en dessous de leur poids maximum, ou alors qui savent très bien que, je veux dire, les gens qui sont en surpoids, ils savent que le poids c'est pas bon pour la santé.
Sur les patients obèses, cette grossophobie médicale peut être plus dévastatrice que l'obésité elle-même. Les gens qui sont en surpoids vont moins consulter, donc du coup des pathologies vont évoluer et ne vont pas être traitées à la racine, hein, donc ça c'est embêtant. Ça c'est du point de vue somatique. Après du point de vue psychologique, ça peut être désastreux, hein, ça peut être désastreux dans le sens où ça peut provoquer une crise de boulimie, une crise de panique après, ressombrer dans une dépression. Enfin. Selon un sondage Odoxa, 1/5 des personnes obèses auraient déjà subi des discriminations dans le domaine médical. Alors Gabriel Dédier, il est quand même assez spectaculaire ce reportage et ce chiffre de 1 patient sur 5 qui est concerné par cette difficulté, c'est énorme. Alors non seulement c'est énorme, mais c'est sûrement très sous-estimé en réalité, parce que la particularité du patient obèse, c'est qu'il ne se plaint pas et qu'il a souvent honte de se plaindre quand il est maltraité. Il y a cette idée que quand on est gros, quand on est obèse, on est en mauvaise santé. Est-ce que c'est toujours une maladie, l'obésité ? Il y a des débats au sein même des chercheurs et des médecins qui sont de plus en plus, on en a qui nous disent que s'il n'y a pas de conséquences métaboliques, s'il n'y a pas de comorbidité liée à l'obésité, alors l'obésité, on peut être obèse et ne pas être malade. Et ne pas être malade, et donc être en bonne santé. Oui, en fait, si on n'a pas développé de comorbidité, a priori, on est en bonne santé. Alors, l'obésité, évidemment, c'est être en surpoids, par définition. C'est quand même une maladie, un état assez complexe. Regardez cette infographie. L'obésité augmente et pourtant, certaines idées reçues persistent jusque dans le cabinet des médecins. Première idée reçue, les gros mangent mal. C'est partiellement faux. Si l'obésité peut être causée par l'alimentation, d'autres facteurs sont également en cause. Il existe notamment une prédisposition génétique à l'obésité. Ainsi, 70% de la prise de poids est liée aux gènes. Psychologie, environnement, horloge biologique ou même le microbiote intestinal seraient aussi responsables. Deuxième idée reçue, l'IMC suffit à déterminer si une personne est en surpoids. Calculé par une formule simple, le poids divisé par le carré de la taille, l'indice de masse corporelle ou IMC, sert à estimer la masse grasse d'un individu. À plus de 25, il serait en surpoids et au-dessus de 30, en obésité. Mais cet outil standardisé est en fait réducteur et incomplet. Il ne prend pas en compte le degré d'adiposité. Ainsi, deux personnes peuvent avoir un même IMC et pourtant avoir une masse grasse différente. Par exemple, l'IMC d'un sportif peut être élevé car le muscle pèse plus lourd que le gras. Troisième idée reçue, quand on est gros, il suffit de faire un régime. Surtout pas. Ducan, jeûne intermittent, cétogène, ces régimes à la mode peuvent faire perdre du poids drastiquement à court terme. Mais à long terme, ils sont désastreux et vont favoriser une reprise de poids plus importante. En s'habituant à la privation, le métabolisme se ralentit et le corps va stocker plus de calories pour survivre. Au moment où on reprend ses habitudes, le corps s'accroche à ces nouvelles calories et on grossit. Ainsi, 95% des régimes sont des échecs. Plutôt qu'un régime, les nutritionnistes encouragent à travailler sur le rapport à l'alimentation et rééquilibrer ses habitudes alimentaires sur le long terme. L'obésité est un phénomène mal connu, même des médecins, et ces idées reçues peuvent avoir des conséquences graves sur le soin et la prise en charge des personnes obèses. Le reportage avec cette jeune femme qui ne peut pas faire d'IRM et qui dit à un moment, j'ai plus qu'à aller à la clinique vétérinaire. Je voulais aussi revenir là-dessus parce qu'elle dit ça comme ça. C'est une formule? C'est une provocation? Alors, hélas, c'est absolument pas une provocation. Il se trouve que beaucoup de patientes dans la situation de Claire ont dû aller à l'école vétérinaire pour faire des examens médicaux. Et ça pose vraiment des questions qui sont très importantes, et notamment sur la déshumanisation de la personne obèse. En fait, on culpabilise de son état de santé. Le gros, c'est une machine à culpabiliser. On culpabilise quand on peut pas accompagner des copains au cinéma. On culpabilise au quotidien. On culpabilise quand on nous rejette dans des entretiens d'embauche.
on culpabilise parce qu'on peut pas se faire soigner. Forcément, là, cette personne grosse, elle va se retrouver en détresse à un moment donné, en fait. Ça peut développer des pathologies. Ça peut développer des pathologies. Oh, ouais. Et en fait, le problème qu'on a à ne pas pouvoir diagnostiquer ces personnes grosses, c'est que quand elles auront quelque chose, ça sera forcément quelque chose de grave et de trop tard. Il y a quelque chose d'intéressant, je sais que vous dites, je voudrais qu'on s'y arrête quelques instants, c'est vous dites que ça relève aussi un peu du mépris de classe, le regard qu'on porte, et les médecins, ou les patients, sur les personnes grosses. Pourquoi mépris de classe? Statistiquement, 33% des personnes au RSA sont obèses. 7% seulement des personnes qui gagnent 4 000 € et plus le sont. Il y a une vraie distinction sociale. On se retrouve avec des personnes qui ne se mélangent pas, qui ne côtoient pas de gros. On est vraiment dans le regard moral porté sur... Et ça joue. Et ça joue, oui, parfois dans la façon dont les médecins prennent en charge plus ou moins bien, avec plus ou moins de bienveillance, ces patients. Alors, ce serait un chapitre en soi, mais on va quand même l'ouvrir avec vous. C'est quelles sont les solutions de soins? On voulait s'arrêter dans État de santé sur le fait qu'il y en a une solution qui revient très souvent pour faire maigrir, entre guillemets, c'est la chirurgie bariatrique. Bariatrique, c'est un mot qui couvre... Qui couvre l'estomac, en fait. Voilà, c'est pour dire chirurgie de l'estomac. Mais ça n'est pas une antidote ou un miracle absolu, parce que ça comporte des risques. Regardez ce reportage d'Alexia Le Perron. Dans cet hôpital, la lutte contre l'obésité passe en partie par le bistouri. Ce patient s'apprête à être opéré. Il va subir une sleeve, l'intervention la plus pratiquée en chirurgie bariatrique. Là, vous avez l'estomac. On va introduire un tube de calibration ici et on sectionnera l'estomac le long du tube de calibration jusqu'en haut. Et en fin d'intervention, on retirera cette partie de l'estomac. Si tu peux déplacer ta pince, aller vers la grande courbure. Voilà. Aidé par un écran en vision 3D, le chirurgien retire environ 4/5 de l'estomac. Avec un estomac plus petit, le patient opéré atteindra donc plus rapidement la sensation de satiété. Il va automatiquement moins manger. L'amaigrissement, il est brutal et intense le premier mois. Après, vous avez un amaigrissement dont la courbe va diminuer et qui va se prolonger pendant 12 à 18 mois. Et après, à partir de 2 ans, on commence à parler de poids stable. C'est pas une courbe, c'est pas une ligne droite, c'est une courbe qui descend brutalement, puis après ça descend tout doucement. Le résultat peut être spectaculaire. Le principal résultat attendu étant que cet amaigrissement se poursuive dans le temps. En 25 ans, le nombre d'opérations de l'obésité a été multiplié par 20 pour atteindre environ 600 000 par an actuellement. Ouais. Parfait. Pour les patients, c'est la promesse d'une nouvelle vie. Mais cette promesse ne tient pas forcément dans le temps. Merci pour tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 premières années post-opératoires, on appelle ça la lune de miel des malades obèses. Après des années et des années de souffrance, ils se mettent d'un seul coup et brutalement à perdre du poids. Ils arrivent à faire pour certains d'entre eux des activités qu'ils n'ont jamais pratiquées. Il y en a qui retournent à la piscine, il y en a qui montent des escaliers, il y en a qui courent derrière leurs petits-enfants. Et toute cette période-là, ils s'offrent aussi un droit à l'oubli de leur maladie. Et malheureusement, au bout d'un certain nombre d'années, il y a une tendance à oublier qu'on a été opéré et à retomber dans des mauvais travers. Il y aurait 25 à 50% de reprise de poids à long terme. À plusieurs kilomètres d'ici, à Caen, c'est ce qui est arrivé à Chris. En mai 2019, il se fait opérer d'une sleeve. Rapidement, la perte de poids arrive. Donc là, j'étais déjà moins 20, moins 25 par rapport au tout départ. Donc j'étais fier. Je me disais que ouais, ça y est, la nouvelle vie, elle a commencé et tout. Enfin, je rentre dans des vêtements que je rentrais plus avant. Mais très vite, affecté par plusieurs décès autour de lui, il relâche ses efforts et reprend du poids. Aujourd'hui, il fait 10 kilos de plus qu'avant l'opération. Avec le recul, il a l'impression de ne pas avoir été assez informé des conséquences.
La façon dont ils m'ont décrit, il n'y avait aucun obstacle qui pouvait m'empêcher de perdre du poids. Ils mettent un petit peu la pression, parce que moi, clairement, quand je suis parti voir le chirurgien la première fois, il m'a dit clairement, ben, écoutez, monsieur, c'est soit vous faites l'opération, soit dans 6 mois, on vous enterre. Donc oui, ça, en vrai, clairement, il me l'a dit comme ça, quoi. Donc ouais, bah, ça fait réfléchir, quoi. Désormais, Chris s'est lancé un défi. Perdre du poids sans chirurgie bariatrique. Ta grosse tête, ça. Jamais d'avis, je la refais. Quoi, vous regrettez Ouais. Je suis persuadé que j'aurais pu réussir à perdre par moi-même. C'est juste que j'étais pas prêt, je pense. Alors, comment mieux préparer les patients à cette chirurgie sans la faire passer pour la solution miracle? Retour à Marne-la-Vallée, dans le service de chirurgie de l'obésité. Cette médecin voit plusieurs fois les patients avant leur opération. Bonjour, Bonjour. comment ça va? Très bien, et vous-même? Ça va? Cette patiente sera suivie entre 6 à 12 mois avant l'opération, mais aussi longtemps après. Objectif, une modification durable du mode de vie. Vous avez réussi à Oui, mettre des choses en place? J'ai mis des choses en place et pour arrêter les grignotages, je me couche plus tôt, je ne me couche pas à 2 heures du matin, comme ça je n'ai pas la sensation de faim. Ouais. Au tout début, il va avoir de toute manière une alimentation adaptée, mixée, et puis surtout, il va démarrer une alimentation fractionnée, que ce soit dans la cible ou le bypass, et cette alimentation fractionnée, normalement, elle doit être gardée à vie. La réussite de l'acte chirurgical, elle est conditionnée par le suivi du patient en préopératoire et aussi post-opératoire, c'est certain. Ce suivi médical est nécessaire à vie pour se maintenir dans son nouveau poids. L'opération bariatrique n'est donc pas une solution miracle, mais plutôt un engagement sur le long terme. Il faut en avoir conscience avant de s'engager dans cette voie. Gabriel Dédier, ce qui se passe avec le témoin du reportage? Ta grosse tête, ça. Jamais d'avis, je la refais. Quoi, vous regrettez Ouais. Je suis persuadé que j'aurais pu réussir à perdre par moi-même. C'est juste que j'étais pas prêt, je pense. Alors, comment mieux préparer les patients à cette chirurgie sans la faire passer pour la solution miracle? Retour à Marne-la-Vallée, dans le service de chirurgie de l'obésité. Cette médecin voit plusieurs fois les patients avant leur opération. Bonjour, Bonjour. comment ça va? Très bien, et vous-même? Ça va? Cette patiente sera suivie entre 6 à 12 mois avant l'opération, mais aussi longtemps après. Objectif, une modification durable du mode de vie. Vous avez réussi à Oui, mettre des choses en place? J'ai mis des choses en place et pour arrêter les grignotages, je me couche plus tôt, je ne me couche pas à 2 heures du matin, comme ça je n'ai pas la sensation de faim. Ouais. Au tout début, il va avoir de toute manière une alimentation adaptée, mixée, et puis surtout, il va démarrer une alimentation fractionnée, que ce soit dans la cible ou le bypass, et cette alimentation fractionnée, normalement, elle doit être gardée à vie. La réussite de l'acte chirurgical, elle est conditionnée par le suivi du patient en préopératoire et aussi post-opératoire, c'est certain. Ce suivi médical est nécessaire à vie pour se maintenir dans son nouveau poids. L'opération bariatrique n'est donc pas une solution miracle, mais plutôt un engagement sur le long terme. Il faut en avoir conscience avant de s'engager dans cette voie. Gabriel Dédier, ce qui se passe avec le témoin du reportage d'Alexia, c'est qu'en fait, il a, lui, la conviction, donc c'est son vécu, qu'on l'a forcé à faire cette opération, qui a échoué. Et pour lui, c'est donc un double échec. On lui a proposé quelque chose et finalement, ça marche pas. C'est ça. La pression pour se faire opérer, elle est importante, vraiment. C'est à partir du moment où vous êtes en obésité dite massive, donc avec un IMC supérieur à 40, vous pouvez être sûr qu'on va vous parler systématiquement quasiment de chirurgie bariatrique. Et la réalité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. La conviction, donc c'est son vécu, qu'on l'a forcé à faire cette opération, qui a échoué. Et pour lui, c'est donc un double échec. On lui a proposé quelque chose
et finalement ça marche pas. C'est ça. La pression pour se faire opérer, elle est importante, vraiment. C'est à partir du moment où vous êtes en obésité dite massive, donc avec un IMC supérieur à 40, vous pouvez être sûr qu'on va vous parler systématiquement quasiment de chirurgie bariatrique. Et la réalité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, notamment au niveau des suites. Oui. Le suivi. Le suivi, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'échecs en chirurgie bariatrique en parlant simplement de poids et donc de reprise de poids et on peut dire que à 5 ans, selon l'opération, on est entre 20 et 40% de reprise de poids. Ce sont, vous dites, des opérations maintenant courantes qui sont intéressantes financièrement, peut-être dans certains cas pour des cliniques ou des hôpitaux, mais quand même. C'est quand même, on vous enlève une partie, là, on a enlevé une partie de l'estomac. C'est ça, on lui a enlevé les 3/4 de son estomac. C'est pas anodin quand même, hein. C'est pas anodin. Et ça marche pas toujours. Et ça marche pas toujours, parce que on est encore victime de ces écueils qui sont juste alimentation et hygiène de vie en général. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a des tas de patients qui ne sont pas opérables. Par exemple, les personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire ne doivent pas être opérées. Or, on sait qu'on les opère. On a beau vous enlever un morceau de l'estomac, on continuera parce que ça relève d'autres choses. Exactement. En fait, on va vous expliquer que vous avez toute une équipe médicale avec un psy, avec un nutritionniste, etc. Sauf que le psy, et on va le voir une fois ou deux, franchement, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, mais que vous voulez vous faire opérer, vous réussissez à vous faire opérer, vous mentez, c'est tout. Donc, il y a aussi et des reports d'addiction, ce qui fait qu'on mange moins, mais on se jette sur autre chose. Sur l'alcool, sur les médicaments, sur les comportements à risque, la drogue, sur le casino, sur vraiment, il y a des personnes qui se mettent en danger d'autres manières. On a aussi un taux de suicide augmenté par 2 chez les personnes qui ont été opérées par rapport aux personnes obèses. Alors, on a vu dans le reportage, il y a parfois des suivis qui sont très bien faits. Bien sûr, mais des suivis, moi, ça m'a frappé à vie. Donc, c'est quand même très lourd. C'est un engagement, en plus de l'opération, très fort. Et le taux de non-suivi est de l'ordre de 80% selon les établissements. Ouais. Donc, il faut dire stop, ou en tout cas, faire en sorte que l'équipe médicale soit beaucoup plus vigilante. C'est ça. C'est un peu une usine. Il y a une espèce d'industrie à l'opération bariatrique, c'est ce qu'on comprend de ce que vous dites. Mais complètement, en fait, c'est un parti pris de la sécurité sociale. Ce sont des opérations qu'aujourd'hui on fait en ambulatoire. Vous repartez le soir si tout va bien. Il y a, en réalité, ces opérations aujourd'hui, on estime que 2,8% de la population a été opérée. On sensibilise à toutes ces problématiques. Est-ce que vous voudrez que ça bouge ou pas du tout? Ça dépend. Enfin, moi, je trouve que ça prend très bien au niveau des débats. Je trouve qu'on en discute de plus en plus. Par contre, au niveau des pouvoirs publics, moi, je vois aucun changement en fait. Et je veux dire une chose qui est très importante, c'est que on peut très bien parler de grossophobie et lutter contre l'obésité. C'est pas du tout antinomique en fait. C'est pas parce que on va prendre en charge les personnes grosses qu'on va parler des discriminations des personnes grosses qu'on va encourager les gens à rester gros. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que il y a des personnes grosses qui existent. Il y en a qui maigriront, il y en a qui ne maigriront jamais. Et que faisons-nous de ces personnes-là en fait? Donc, c'est juste traiter le citoyen. Les gros sont des citoyens comme les autres, et donc on doit les traiter de la même façon. On ne naît pas grosse. Aux éditions de la Goutte d'Or, Gabrielle Dédier, je recommande votre livre. Merci. Encore une fois, formidable. Merci de votre témoignage, Gabrielle Dédier. Merci. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro d'État de santé.